Bonjour à tous. La Réunion, toujours au stade 1 de l'épidémie de coronavirus. A priori, on pourrait croire que la situation est sereine, mais c'est tout le contraire. En témoignent les heurts il y a une semaine au port lorsqu'un paquebot de touristes est arrivé. En témoignent également les nombreuses fake news sur les réseaux sociaux. Nous allons tenter ce matin de démêler le vrai du faux avec nos experts, des professionnels de la santé. Nous allons surtout nous demander si nous sommes armés chez nous à La Réunion en cas d'arrivée du coronavirus sur l'île, puisque c'est une hypothèse possible, voire probable. C'est ce qu'a déclaré Martine Ladoucette, directrice de l'ARS, il y a quelques jours. Je salue d'ailleurs les téléspectateurs d'Antenne Réunion qui nous rejoignent, puisque je rappelle que cette émission est diffusée simultanément en radio et en télé. Je précise aussi qu'on va ce matin mettre les polémiques de côté pour parler du fond, et rien que du fond, vu la gravité du thème. J'indique également que d'ici 45 minutes, vous qui nous écoutez ou qui nous regardez, vous aurez la parole sur Freedom lorsque nous basculerons en Total Radio au 02 62 99 10 00. 4 invités ce matin. Je vais les présenter tour à tour. Jean-Marc Velia, bonjour. Vous êtes aide-soignant, secrétaire général CFDT Belle-Pierre. Christine Kowalczyk, bienvenue. Bonjour. Vous êtes présidente de l'Union régionale des médecins libéraux. À vos côtés, Éric Cadet. Bonjour Éric Cadet. Bonjour. Pour l'Union régionale des pharmaciens. Merci d'être parmi nous. Et puis Guy Henrion, vous êtes médecin au CHU, praticien hospitalier comme on dit, et plus précisément affecté aux urgences. Alors je le disais, une véritable psychose à La Réunion alors que nous sommes l'un des quelques départements de France encore à l'abri. D'ailleurs en Outre-mer, seuls La Réunion et Mayotte sont encore épargnés. Malgré tout, on ressent quand même une tension provoquée par les réseaux sociaux, évidemment, par les médias aussi, disons-le, balayons devant notre porte, et puis par les différents appels sur les ondes qu'on peut entendre toute la journée. Jean-Marc Velia, pour la CFDT, avons-nous raison de nous inquiéter? Vous, en tant que soignant, je crois que vous avez peur, car vous le dites, les moyens techniques et humains à l'hôpital ne sont pas suffisants pour faire face en cas d'arrivée du coronavirus à La Réunion. Expliquez-nous pourquoi. En cas d'arrivée dans le monde, je dirais d'une grosse épidémie dans le monde, car je dis on n'est pas encore dans ce cas-là, nous n'en avons pas de cas à La Réunion. Il est important de le préciser. Donc, mais aujourd'hui, l'interrogation, elle est là. Est-ce que le CHU de La Réunion va être vraiment en mesure de pouvoir gérer une grosse crise et des pleines patients qui arrivent, avec toutes les difficultés que nous rencontrons aujourd'hui dans le cadre de nos effectifs? Nous, on n'arrête pas de le signaler à plusieurs reprises et tout le monde. Les moyens humains manquent. Et on reste sur notre position. Il y a 3000 professionnels de santé, en tout cas, à Belle-Pierre. À Belle-Pierre, au moins, oui. Donc, voilà, 3000, mais... C'est beaucoup, quand même. Ah, c'est beaucoup. Pas assez. On voit que vous soignez pas, vous êtes derrière votre micro et votre casque. Nous, on soigne. Et la réalité, c'est qu'on est là et tout le monde, et qu'on reçoit un patient, on est en première ligne. Et on est là, nous, on doit pouvoir pallier et le faire une bonne prise en charge. Quand vous êtes déjà fatigué, tout le monde, par rapport au nombre d'heures que vous enchaînez, tout le monde, excusez-moi, aujourd'hui, on ne va pas dire que nous sommes équipés aux moyens humains. Moi, je reste ma position, non. Vous avez eu au téléphone des infirmières en pleurs, des aides-soignantes en pleurs depuis quelques jours, puisque tous ces personnels angoissent quant à une éventuelle arrivée du coronavirus sur l'île, sur les conditions de travail qui vont en découler. Alors, les aides-soignants, nous avons eu des aides-soignants, des infirmières, nous avons même eu des cadres de pôle et même des cadres de proximité qui nous font part tout le monde de leur difficulté à gérer ce manque d'effectifs. Aujourd'hui, on est en train on va vers une déshumanisation de notre profession, étant donné que ce qui se passe est tout le monde sur le terrain. Je dirais que nos décideurs ne sont pas là pour voir au moins ce qui se passe et comment gérer. Alors, on rappelle, Jean-Marc Velia, que si un plan blanc était déclenché à l'hôpital, cela signifierait qu'on pourrait rappeler des soignants qui ne travaillent pas, qui sont en vacances, puisque tout le monde serait susceptible d'être réquisitionné. Là, du coup, on serait armé en cas de plan blanc, Jean-Marc Velia. Vous me faites rire, vous parlez de plan. Ben oui, je souris. Non, mais on n'est pas en plan blanc, là. Le CHU de La Réunion fonctionne sur un plan blanc permanent. Les personnels sont appelés tous les jours. Officiellement, on est en plan blanc? Alors, non. Officiellement, nous ne sommes pas en plan blanc, sauf que La Réunion, pour qu'on puisse pallier une continuité sécuritaire mais on n'est pas en plan blanc, là. On n'est pas en plan blanc, mais sauf que le registre du plan blanc, il est utilisé tous les jours, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Alors qu'on ne nous dit pas que l'arme qu'on va utiliser sur le plan blanc, un soignant à La Réunion est appelé à tout moment. Et s'il est contractuel et tout, il n'a pas répondu à son téléphone, cela peut avoir un impact sur son contrat de travail. Donc, excusez-moi. Guy Henrion, je rappelle que vous êtes médecin au CHU, plus précisément affecté aux urgences. Il y a de quoi s'inquiéter car vous êtes, c'est vrai, il faut l'admettre, en flux tendu depuis des années, des aides-soignants du plus bas de l'échelle, donc jusqu'aux médecins. Vous le confirmez? Oui, tout à fait. Pourquoi? L'hôpital est en tension depuis de nombreuses années, réduction des effectifs, dans les plans de retour à l'équilibre. Donc fermeture de lits, qui entraîne bien sûr une fermeture de soignants. Et donc nous sommes prêts pour travailler déjà en difficulté actuellement,
pas pour gérer une crise. En termes de personnel, on sera juste. Guy Henrion, je reste avec vous puisque effectivement le but n'est pas d'être trop alarmiste, mais si le coronavirus faisait son apparition à La Réunion, il y aurait ce qu'on appelle, pour les cas les plus sévères, des chambres armées. On peut accueillir dans ces chambres armées une dizaine de patients isolés. Comment ça se passe en cas d'arrivée du coronavirus à La Réunion dans les hôpitaux pour les cas les plus sévères, Guy Henrion? Oui, donc la structure est faite selon 2 méthodes. Il y a les premiers cas qui sont des cas, on va dire, suspects. Il faut diagnostiquer le coronavirus. Donc, initialement, on a une structure. Ça prend 6 heures. Ça fait 6 heures actuellement. On attend des nouvelles machines et des nouveaux réactifs qui permettraient de faire le diagnostic en moins d'1 heure. Mais pour l'instant, nous les avons pas. Donc, c'est 6 heures. On ne peut pas actuellement diagnostiquer... En 6 heures, oui. En 6 heures, oui, d'accord. Mais c'est long quand même, parce qu'en 6 heures, la personne peut contaminer... imaginons qu'elle aille dans un stade de football, j'exagère à peine. En 6 heures, elle a le temps de contaminer du monde. C'est pour ça que l'on a mis en place ces structures d'isolement. Nous avons des box d'isolement qui sont déjà prévues pour le quotidien. Il y a une chambre, là on vient d'ouvrir 3 chambres supplémentaires et un dispositif pour aller jusqu'à 12 chambres d'isolement, le temps d'avoir le diagnostic. Si le diagnostic est porté, on passe dans une autre phase. Ce n'est plus des cas suspects, mais des cas avérés. Oui. Et à ce moment-là, la structure se développe sur d'autres structures de l'hôpital. On peut accueillir des familles entières dans une seule et même pièce, je crois, au CHU? Oui, c'est ce que nous avons fait. C'est ce qui est fait en métropole. On reprend toute l'expérience qui est actuellement en cours en métropole, où on ne va pas isoler des familles avec les enfants d'un côté, les parents de l'autre. Donc, on favorise le temps, puisque le contact a été fait déjà au quotidien, à domicile. Donc, voilà. Alors, ça, effectivement, nous sommes armés en cas de quelques cas de coronavirus sur l'île. Mais c'est vrai que si on avait 100, 200, 300, 1000 cas peut-être, j'exagère. Mais là, pour le coup, vos quelques chambres armées ne suffiraient pas. Oui, mais en métropole... C'est pour ça que nous avons la chance d'arriver après. Oui. Nous vivons les expériences. Le dispositif métropolitain a évolué. Tous les cas ne sont pas hospitalisés. Les cas sont diagnostiqués et sont isolés à domicile. Quand il n'y a pas de lieu d'hospitaliser, quand il n'y a pas de signe de gravité, les personnes sont confinées à leur domicile avec... masque, toutes les consignes et de rappeler s'il y a besoin. Tous les cas qui sont en métropole ne sont pas hospitalisés, seuls les cas graves sont hospitalisés. Alors, il est également possible, toujours pareil, en cas d'éventuelle arrivée du coronavirus à La Réunion, qu'on déprogramme des interventions à l'hôpital qui étaient au préalable programmées. Le but, c'est de faire de la place, c'est ça? Voilà, c'est le plan blanc. Voilà. Outre le plan blanc de rappel de personnel, il y a... Vous voyez alors qu'on n'est pas complètement en plan blanc, Jean-Marc Vellia. Non, on n'est pas en plan blanc. On est rappel du personnel qui se fait... Qui se fait en permanence tout le temps, 24 sur 24, 7 jours sur 7. Les arrêts maladie. Mais après, le plan blanc se développe sous un autre contexte qui est la mobilisation des infrastructures. La mobilisation des infrastructures passe en premier lieu par la déprogrammation d'activités non urgentes qui ne sont pas au détriment de la personne de sa santé vitale, afin de faire de la place et de libérer aussi du personnel. Voilà. Le but également, c'est de privilégier l'hospitalisation à domicile. L'hospitalisation, c'est un bien grand mot, mais le confinement à domicile, chez soi, c'est dans les tuyaux. Voilà, c'est ce qui est recommandé maintenant, et de garder les structures hospitalières pour les cas les plus sévères ou les plus fragiles. Alors, ce qui fait peur tout de même, Guy Henrion, je rappelle que vous êtes praticien hospitalier, plus précisément affecté aux urgences, vous connaissez bien le SAMU également. Ce qui m'inquiète, moi, personnellement, et je donne mon avis, ce n'est pas bien, mais c'est que ce plan blanc, si on devait y venir, nous obligerait peut-être à rappeler des étudiants infirmiers, des étudiants aides-soignants, des internes en médecine. Des retraités. Ou des retraités, totalement. Jean-Marc Vellia de la CFDT a raison. Jean-Marc Vellia, Guy Henrion, et ensuite je passerai la parole aux autres. Mais là-dessus, alors, Jean-Marc Vellia, est-ce que c'est prudent de rappeler des étudiants, alors, aussi sérieux soit-il? Alors, aussi sérieux soit-il, et tout le monde, on a enlevé ce qu'on appelle
l'âme des services. Qu'est-ce que j'entends par enlever l'âme des services? Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, normalement, vous avez des anciens infirmiers, des anciens soignants qui ont vécu certaines crises. Je prends l'exemple, j'ai 32 ans de carrière. Oui. J'étais au niveau des attentats de Paris, j'étais au niveau de... Vous étiez à l'hôpital de Thonon? À l'hôpital de Thonon, dans le service de réanimation, au Paul Thévard, dans le thoracique vasculaire. J'ai été amené à gérer tout ça, le plan canicule et tout. Quand vous êtes au devant de cette crise, vous avez besoin d'en sentir autour de vous des personnes d'expérience. Vous avez besoin de sentir de vous des gens qui ont déjà certaines années. On peut le croire, oui. Et quand vous regardez les équipes qui sont autour de vous, certains n'ont même pas 1 an, 2 ans, 3 ans. Ce qui veut dire qu'il y a une grosse inquiétude qui est là au niveau Donc en cas d'épidémie, un étudiant, aussi talentueux soit-il, ne pourrait peut-être pas travailler comme il le faut. Non, en termes de lucidité. On va lui donner les directives. On va dire qu'on est formé pour. On est des professionnels de santé. Les bases, on l'a. Et dans votre rôle propre, il y a aussi la formation. Oui, il y a toute la formation, il y a tout ça. Lâcher un étudiant au devant d'une crise, excusez-moi tout, on voit que c'est pas le directeur qui vient qui met les gants devant la crise ou bien la directrice de l'ARS. Bon, et à l'inverse, le retraité alors, parce qu'on imagine que les aides-soignants, les petites mains comme vous... On va trouver qu'il n'a pas suffisamment donné pendant autant d'années, avec des conditions de travail aussi. Ah mais il sera payé le retraité, c'est pas du bénévolat, Jean-Marc Vélia. Attention, le soignant n'a jamais cherché à être payé. Nous sommes volontaristes et tout. En général, quand on déclenche un plan, on n'a même pas le temps de nous appeler, on est déjà là. On n'est pas à Emmaüs là, vous êtes payé tous les mois quand même. On est payé tous les mois, mais s'il y a une grosse crise, en général et tout, nous avons une solidarité hospitalière qui fait que systématiquement, le cadre de santé n'a pas encore déclenché son téléphone, que les soignants en vacances ou en repos, ils téléphonent déjà pour dire est-ce que vous avez besoin de moi. Ça rentre dans nos qualités. Nous sommes soignants, que ce soit au niveau de tous les soignants des cliniques, tout ça, vous savez très bien, nous sommes comme ça, c'est notre volonté. Vous n'êtes pas en train, Jean-Marc Vélia, et là je parle pas seulement pour vous, mais pour tous les syndicats, vous n'êtes pas en train de profiter de ce coronavirus là pour faire passer vos revendications que vous nous servez depuis 2 ans là avec cette fameuse grève, Jean-Marc Vélia. Non mais on peut se poser la question, franchement. Il est toujours facile de dire ça, comme je dis quand on est à l'antenne. Venez faire une petite semaine à l'hôpital. Venez voir les conditions où nous sommes amenés à exécuter nos missions de soins. Venez faire une vacation de matin, d'après-midi, de nuit. Venez gérer une détresse et tout des familles, des patients qui vont mourir. Et après, on discutera et tout. On dit toujours qu'on met en avant. Heureusement que je dirais qu'aujourd'hui, il y a Jean-Marc Vélia de la CDT qui dit comme quoi que les soignants doivent avoir les moyens de soigner cette population correctement. Pour que tous nos médecins, tout le monde a le droit à avoir la santé est important. Et aujourd'hui, je considère tout gouvernement confondu, on n'a pas donné le moyen. Guy Henrion, praticien hospitalier, qu'on rappelle des retraités ou à l'inverse des étudiants, est-ce que c'est quelque chose qui vous fait peur ou pas forcément? Non, pas du tout. Ouais. On parle d'aide supplémentaire. La légitimité, l'expérience, elle est là. Il y a des praticiens, il y a des infirmiers, il y a des aides-soignants qui connaissent leur travail et qui travaillent depuis longtemps, en qui on a toute confiance. Mais on a besoin d'aide parce que ça risque de se multiplier. Et donc, autour de ces soignants, au sens général, qui ont de l'expérience, il vaut mieux avoir des petites mains que pas de main du tout. Que pas de main du tout et que ces soignants, l'ensemble de ces soignants, s'épuisent, soient rappelés en permanence. Mais ils sont déjà épuisés. Une personne avec 2 personnes de niveau plus inférieur peut-être, mais c'est même pas un niveau inférieur, c'est avec moins d'expérience, mais qui va être piloté. Je me tourne vers Christine Kowalczyk, qui, on le rappelle, représente les médecins libéraux, parce qu'il y a les médecins hospitaliers, Guy Henrion en fait partie, les médecins libéraux, c'est-à-dire les médecins de ville, qui ont un cabinet qui a pignon sur rue. Vous en faites partie, Christine Kowalczyk, je vous remercie encore d'être là, vous exercez dans l'Est, je crois, à Saint-André, c'est ça, vous faites partie des 1200 médecins libéraux sur l'île. Il y a un véritable stress également dans votre profession, Christine Kowalczyk? Ah oui, il y a une inquiétude certaine au niveau des professionnels de santé, parce que comme toute épidémie nouvelle, comme tout virus émergent, on ne connaît pas encore extrêmement bien en fait ce qui peut se passer. On commence à être un peu rassuré avec l'expérience de la métropole quand même, où on voit quand même 80% des gens guérissent. Seulement, il en reste 20% encore, et ce sont surtout les sujets fragiles qui vont poser problème. Donc là, effectivement. Et la deuxième inquiétude, donc la première inquiétude vient vraiment vis-à-vis de nos patients. La deuxième inquiétude vis-à-vis de nous, parce que comment va-t-on faire pour se protéger? Et je crois qu'il y a vraiment un message à faire passer, c'est que les patients malades doivent protéger les autres. Alors, vous êtes en première ligne, il faut le préciser, vous les médecins libéraux, puisque c'est durant les premiers symptômes, on ne va pas forcément aller aux urgences, on va peut-être aller voir son médecin. Comment c'est le comportement d'un patient, Christine Kowalczyk?
C'est ça, exactement. Je vois mal quand même. Je pense qu'une partie des patients vont aller aux urgences ou vont téléphoner au 15. Mais est-ce qu'on arrivera à faire passer la communication là-dessus? J'en suis pas certaine. Comme ça va être des effets tout à fait... les premiers cas qui vont rentrer de métropole vont peut-être se poser des questions parce qu'il y a une communication à l'aéroport. Mais les autres, ils vont venir spontanément voir le médecin. Ils auront une rhinopharyngite et un nez qui coule. Et c'est là qu'il faudra faire la part des choses entre un coro ou pas. Et on le saura justement a posteriori, puisqu'en fait, ça sera bénin. Et c'est lorsqu'ils vont décompenser qu'on saura qu'ils seront finalement atteints de coronavirus. Vous craignez particulièrement le retour des vacances? Oui. Pourquoi? Nettement. Nettement, parce qu'en fait, on a peur qu'il y ait une influence pour tous les gens qui vont rentrer, qui auront peur d'avoir attrapé le coronavirus. Alors, est-ce qu'ils l'auront ou ils l'auront pas? Là, il va falloir qu'on est encore en phase 1 ici. Et là, on se retournera vers l'hôpital avec toutes les procédures qui sont en place. On va parler quand même d'un sujet qui fait beaucoup causer, comme on dit familièrement en créole, les masques. Éric Cadet, vous représentez les pharmaciens, je le rappelle ce matin. On a l'impression que les chiffres sur le nombre de masques qui vont arriver ou qui sont déjà arrivés à La Réunion, ces chiffres sont flous. Est-ce que c'est une impression que vous partagez, Éric Cadet, pour les pharmaciens? Alors, en effet, aujourd'hui, je n'ai aucune visibilité très nette du nombre de masques qui nous seront mis à disposition. Mais ce qui nous a été annoncé, par contre, a été clair. C'est-à-dire que chaque officine doit recevoir, dans un délai de 2 à 7 jours, à destination des professionnels de santé, principalement des médecins libéraux pour cette première distribution, des paquets de 50 masques à distribuer aux médecins de proximité. Voilà, alors 50 masques, effectivement, et je crois que par pharmacie, vous aurez 10 fois 50, c'est ça? C'est ce qui est prévu. Ouais. Ok, c'est assez ça ou pas forcément? Il y a 1200 médecins libéraux sur l'île. Bon, je ne suis pas un expert en calcul mental, mais ça risque d'être juste, comme on dit. C'est-à-dire que si on se borne aux médecins libéraux, il y a 247 pharmacies, 10 paquets de 50, ça fait largement cet effectif de médecins. La question, ça va être où est-ce qu'ils sont répartis. Et puis, est-ce qu'un paquet de 50 mais masques un médecin suffira doit tenir plusieurs semaines, voire plusieurs mois. C'est ça le problème, en fait. Exactement. Donc, c'est pour ça que ça dépendra de la montée en charge de l'épidémie et également de la capacité de l'État à nous réapprovisionner. Est-ce qu'on maîtrise la quantité de gisements, comme on dit là, très clairement? Est-ce que, clairement, on sait quand on sera réapprovisionné au niveau des stocks d'État? Alors, c'est justement parce que on ne le sait pas exactement aujourd'hui que moi, il me semble très important d'appeler au civisme des usagers. C'est-à-dire que j'ai vu ces derniers temps des gens se précipiter en officine pour acheter des masques et donc dilapider certains stocks qui auraient pu être utiles pour les Il y avait des pharmacies qui avaient rationné d'ailleurs. Tout à fait. C'est dire la psychose. Et donc là, aujourd'hui, l'important, c'est vraiment de réserver l'usage de ces masques aux patients atteints. Il n'y en a pas aujourd'hui. Donc, c'est un peu ridicule de venir vouloir s'acheter des masques alors que le problème n'est pas là. Alors que personne ne soucie de la dengue, par exemple, et des répulsifs qu'il faudrait... Oui, mais bon, je vais vous dire qu'un policier, il n'a jamais reçu de balle et pourtant il porte un gilet pare-balles. Pardon pour la comparaison, je l'ai emprunté à Jean-Marc Vellia, mais c'est vrai que c'est peut-être comme ça que les usagers voient la chose. Éric Cadet, vous êtes pharmacien, je le rappelle. C'est pour ça qu'on est là pour corriger cette vision. Le policier, il a vraiment besoin de son gilet pare-balles parce que la balle peut arriver à tout moment. Un masque chirurgical sur une personne qui est en bonne santé ne servira absolument à rien si le patient en face de lui et qui est malade n'a pas le masque. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que le masque, il est en priorité pour un malade et plutôt symptomatique. C'est-à-dire les malades asymptomatiques seront quand même moins problématiques, même s'il faudra prendre quelques précautions, mais ça, on ne pourra pas le gérer par définition. Donc il faut vraiment se focaliser sur les malades symptomatiques. Et je dirais que cette habitude-là, elle nous sera utile également pour les épisodes annuels de grippe. C'est-à-dire que ce sont des réflexes à prendre pour toutes les infections respiratoires et pas que pour le coronavirus. Alors, il y a plusieurs types de masques et c'est important que vous soyez là, Éric Cadet, puisque vous représentez, je le rappelle, les pharmaciens. Il y a les masques chirurgicaux, ceux qui protègent le moins, entre guillemets, le masque de type FFP2 qui offre une bonne protection, le FFP3 qui est encore mieux, mais le problème c'est qu'on n'arrive pas à respirer dedans, je crois. Qu'est-ce qui sera et qu'est-ce qui sera dans quelques jours distribué aux professionnels de La Réunion? Quel masque? Quel type de masque? Alors, ce sont essentiellement les masques chirurgicaux qui ont vocation à protéger, donc, à être portés par les malades pour protéger son entourage. Et quand il s'agit de
professionnels de santé qui vont avoir une promiscuité et faire des gestes invasifs. Là, en effet, il faut une double protection, que le professionnel de santé ait également son masque. Mais dans tous les autres cas de figure, c'est un masque qui ne servira à rien si c'est porté par quelqu'un qui est en bonne santé. D'accord. Alors voilà, c'est important de préciser. Alors parce que sur Internet, et j'ai l'impression que même les professionnels de santé, les médecins se contredisent un petit peu parce que ce qu'on ne sait pas et ce qu'on n'arrive pas à savoir, puisqu'il y a deux sons de cloche. Est-ce que quelqu'un qui n'est pas porteur du coronavirus et qui met un masque pour se protéger, est-ce qu'il va vraiment être protégé ou bien le masque ne lui servira à rien ? Ou bien le masque est uniquement fait pour les gens déjà atteints et qui veulent protéger les autres pour éviter que les autres attrapent le coronavirus. C'est Eric Cadet ou Christine Kowalski, parce que il y a des contradictions chez les professionnels de santé et on je vais peut-être répondre au niveau des médecins. Je crois qu'effectivement, il y a eu un flou pendant quelques semaines. Et là, les sociétés savantes se sont clairement positionnées parce qu'ils ont étudié le virus. C'est une mode de contamination qu'on appelle par gouttelette. Donc là, dans ce cas-là, les masques chirurgicaux dans la protection des soignants suffit. Après, effectivement, comme on a dit, les FFP2, c'est des gestes invasifs. Donc, ça sera pour, en ville, moi, je pense sincèrement aux kinés, par exemple, qui devront faire de la kiné-respi, des choses comme ça. Et ou alors, lorsque le patient ressortira coro-positif, là, on se dira, bon, on aimerait bien plutôt avoir du FFP2. On peut attraper le coronavirus à 1 mètre, c'est ça, à partir d'1 mètre. C'est ça. Il faut vraiment, et surtout, il ne faut pas oublier non plus le manu-porté. Je crois qu'on parle beaucoup des masques, mais une des contaminations essentielles, c'est quand même le manu-porté. Donc là, je crois que c'est clair, les généralistes vont dire stop au... Alors, manu-porté, pour ceux qui ne comprennent pas, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire sur les mains, en fait. Et donc, on va revenir au bon sens, se laver les mains, effectivement. On reviendra sur les gels après. Et donc, c'est clair que les médecins généralistes vont arrêter de dire bonjour à leurs patients. Mais alors, est-ce que c'est utile pour des gens qui ne sont pas malades, pas des professionnels de santé, mais la plupart de ceux qui nous écoute, est-ce que c'est utile pour eux de porter un masque? Est-ce que cela peut les protéger? Non, ça sert à rien. Vous êtes tous unanimes sur le sujet. Guy Henrion également, praticien hospitalier. Eric Cadet, vous aussi, vous le confirmez. Voilà. Je viens de le dire, oui. Oui, tout à fait. Ok, donc ça, c'est important de le dire parce que tous ceux qui nous appellent ne le savent peut-être pas et à ce titre, merci beaucoup. Vous comprenez, Eric Cadet, que beaucoup de particuliers souhaitent malgré tout avoir des masques. C'est parce que vous insistez sur la dédramatisation, sur le fait que c'est important de ne pas tomber dans la psychose en réalité. C'est ça, Eric Cadet? Exactement, parce que la psychose créerait plus de problèmes que le virus lui-même. On n'a qu'à voir dans certaines régions où il n'y a plus rien dans les supermarchés. Enfin, c'est ça s'est vu un petit peu dans l'Ouest ici, également. Voilà, donc ça c'est complètement irraisonné. Il faut garder quand même un certain bon sens et faire les gestes qui vraiment sont utiles et non pas se précipiter aussi bien sur les gels hydroalcooliques que sur les masques quand on n'en a pas besoin. Alors justement, on parlait de la quantité de masques disponibles. Le souci, c'est que, vous le soulignez, Eric Cadet, on ne connaît pas vraiment les stocks, le nombre de masques disponibles. Je crois, Guy Henrion, que c'est finalement un flou artistique volontairement entretenu par les autorités sanitaires. Parce que il y a quelques jours, au CHU de Terre-Sainte notamment, il y a eu des vols de masques. C'est-à-dire qu'on tait volontairement le nombre de masques pour éviter de susciter trop de convoitises. C'est ça, expliquez-nous. Oui, il y a la distribution des masques par officine, où là c'est clairement établi. Il y a tant de masques. Les stocks nationaux, de nombreuses personnes connaissent les stocks. Comme il y a des stocks, ce qu'on appelle stratégiques sur La Réunion, qui concernent les masques, mais aussi d'autres choses. Mais ce n'est pas un flou volontairement. Il y a un besoin de confidentialité, afin de ne pas attirer certaines personnes malveillantes pour aller cambrioler, aller prendre ces masques, les revendre, comme on a pu voir sur des affaires en métropole. En métropole, oui. 40 000 masques, je crois. Se protéger. Donc, des masques périmés en plus. Voilà. Donc c'est pas une volonté de secret, de cacher, comme on peut l'envisager, mais c'est de protection de ces stocks pour que on puisse en avoir lorsqu'on en a besoin. Si on dit où est-ce que l'on est, tout le monde va essayer de les récupérer, comme vous parliez de ces vols à Terre-Sainte. Soupçon de vol pour l'instant, mais gros soupçon. Quand il y a une grande disparition de masques... c'est pas par la grâce du Saint-Esprit. Voilà, ça n'a pas disparu et on va les voir apparaître peut-être sur le marché. C'est la grande crainte de tous ces marchés parallèles avec, comme on a pu voir en métropole. Oui, tout à fait. Jean-Marc Vellia, c'est vrai que vous serez en première ligne, vous les soignants, puisque je rappelle que vous êtes aide-soignant et syndiqué à la CFDT, sur
le nombre de masques disponibles, est-ce qu'il y a une crainte dans votre profession, Jean-Marc Vellia? Dans notre profession, sur le CHU, nous avons ce qu'on appelle une dotation en fonction des différents services. Oui. Il est important de différencier un service des urgences, un service des réa, des blocs opératoires, qui automatiquement, ces masques et tout le monde sont mis à disposition systématique. Dans d'autres services, c'est tout le monde en fonction du patient que l'on va recevoir. On a l'utilité d'un masque ou pas. Donc il y a une dotation qui est mise en place et tout. Cela est relativement bien contrôlé. Mais nous, on n'est pas à l'abri. On n'est pas à l'abri d'une rupture. On n'est pas à l'abri d'une erreur de commande. On n'est pas à l'abri d'un oubli de commande. Il est important de bien signaler tout ça. Ce n'est pas parce qu'un service n'a pas été équipé qu'on n'a pas voulu le lui donner. Ce qui veut dire que peut-être qu'il n'a pas été équipé parce que la commande n'est pas partie ou que la dotation n'est pas encore... Mais tous les services n'ont pas besoin d'être équipés de masques, si Alors, tous les services n'ont pas besoin d'être équipés des masques, mais pour nous, le risque zéro n'existe pas. On est soignant avant tout. Ce qui veut dire qu'à tout moment, je prends un exemple simple et tout le monde. J'ai quelqu'un qui vient voir sa famille. Il ne déclenche pas, peut-être c'est pas lui-même qu'il est malade, il rentre dans un service, il côtoie tout le monde, il voit la famille. Quand il arrive chez lui, c'est là le moment qu'il décèle comme quoi qu'il n'est pas bien. Il appelle le 15 et tout le monde. Et là, on lui déclare comme quoi qu'il faudrait qu'il reste en confinement. En attendant, il a rencontré toute l'équipe soignante, il a rencontré tous les secteurs. Il y a des protocoles qui sont mis en place à l'hôpital. Ces protocoles vont nous permettre de pouvoir justement remonter toute la chaîne des personnes, effectivement. Sauf que dans le cas actuel, un soignant qui, lui, souhaite porter le masque, c'est tout le monde parce qu'il se sent plus en sécurité, non, parce que le risque zéro n'existe pas. Et le problème, Jean-Marc Vellia, c'est qu'il y a certains patients asymptomatiques, comme on dit, ça veut dire qu'ils n'ont pas de fièvre, pas de toux. C'est-à-dire que là, pour le coup, ils peuvent, tout en étant asymptomatiques, nous contaminer. Christine Kowalczyk, je me tourne vers vous. Est-ce que c'est parce qu'on est porteur sain qu'on peut ne pas contaminer les autres, ou il y a des porteurs sains qui, du coup, je ne sais pas si je suis très clair dans ma question, je la reformule, c'est important de le faire. Est-ce qu'un porteur sain du coronavirus ne contaminera forcément pas les autres, ou bien il peut quand même contaminer les autres? Non, c'est justement ça l'inquiétude, c'est qu'il peut y avoir... Alors, on sait quand même que plus on est symptomatique, plus on est contagieux et on peut contaminer les autres. Voilà. Mais justement, c'est pour ça qu'il va y avoir des mesures de précaution qui vont être prises rapidement. Entre autres, les enfants seront porteurs, et eux, on sait que d'ailleurs, ils ne sont pas atteints de maladies graves, en tout cas, ils décompensent pas. 0,2% de décès en termes pour les moins de 40 ans, c'est quasiment rien, en fait, c'est quasiment rien. Mais ces enfants vont aller voir leur gramoun. Et c'est ces patients fragiles-là qui pourront être contaminés, mais exactement comme la grippe. Et donc là, je rappelle que les libéraux seront vraiment en première ligne et les médecins généralistes aussi pourront être contaminés au passage. Tout le monde devrait porter un masque, même si, en tout cas dans les hôpitaux et pour les professionnels de santé, non, pas forcément. Voilà, pas forcément. Guy Orion, expliquez-nous pourquoi. Non, parce que c'est pour deux choses. Déjà, ça ne sert à rien. Oui, voilà, on l'a dit précédemment. Ça calmer peut-être l'inquiétude de la personne, mais on vient de dire quelques minutes auparavant que le port du masque systématique d'une personne qui est saine, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Tout à fait. Les mesures barrières sur les visiteurs, par exemple, c'est peut-être aux visiteurs de limiter, enfin c'est ce qui a été demandé, qu'il n'y ait plus qu'un seul visiteur. Est-ce qu'il faut les protéger? Est-ce qu'il ne faut pas les protéger? Mais nous protéger parce qu'on se promène dans les couloirs avec un masque est totalement ridicule. Ça ne sert à rien. Non, par contre, une personne, un visiteur qui tousse, à ce moment-là, il faut automatiquement, bien sûr, le protéger, faire ce qu'on appelle une mesure barrière. Le masque est une mesure barrière. Les gels hydroalcooliques sont une mesure barrière. Le lavage des mains est une mesure barrière pour éviter, parce que c'est peut-être pas le coronavirus, c'est peut-être la grippe. La grippe est tout aussi meurtrière, voire plus. Éric Cadet, vous confirmez que les masques qu'on trouve sur des sites un peu obscurs, je vais en citer 3, Wish, Amazon, AliExpress, des sites dont on ne connaît pas forcément le sérieux. Est-ce que c'est sérieux justement de commander des masques sur ces sites-là ou pas? Alors, comme on a eu l'occasion de le dire tout à l'heure, il y a des marchés parallèles, il y a des trafics, il peut y avoir des masques périmés en quantité qui circulent, et quelquefois même des escrocs qui vous enverront jamais les masques. Donc, clairement, il faut avoir en tête qu'aujourd'hui, en France, il est interdit de vendre un masque. Tous les masques ont été réquisitionnés. C'est-à-dire que si moi je poste une annonce sur le Bon Coin en disant que je vends des masques, on va m'embêter. Exactement, vous êtes hors la loi. Très bien. Donc, donc, mais est-ce que c'est parce que j'aimerais que vous y répondiez plus précisément? Ça veut dire que là, très clairement, si j'achète sur Amazon des masques,
Déjà, alors je suis pas sûr d'en trouver parce qu'il y a une totale rupture de stock et si j'en trouve, ce sera peut-être à très très cher. Mais encore une fois, et de toute façon, Guy Henrion, et vous l'avez tous dit, ça ne sert à rien si on est porteur ou même si on est sain et pas atteint du coronavirus de porter un masque. Mais pour tous ceux qui voudraient quand même en porter, vous ne leur conseillez pas d'acheter des masques sur ces sites-là. Voilà, c'est très clair. Ok, on va passer tout de même à l'autre thème. Il est 9h28, je rappelle qu'on est toujours sur Antenne Réunion et Radio Freedom. On est en train de parler du coronavirus. La Réunion est-elle en danger? C'est la question qu'on se pose. Je rappelle également qu'à 9h45, très précise, nous basculerons en Total Radio. Et vous qui nous écoutez, vous pourrez poser vos questions aux invités ici présents et vous pourrez interagir avec eux. La psychose, il faut qu'on en parle puisque cela va nous permettre d'embrayer ensuite sur les fake news qui sont nombreuses. J'aimerais qu'on fasse à la fin de cette émission une sorte de fake checking, ça veut dire une correction de tout ce qu'on peut lire de ça et là sur Internet. Guy Henrion pour le CHU, je précise que vous connaissez bien le SAMU également. Comment cela se passe au niveau des appels que vous recevez en ce moment sur le 15 à La Réunion? Est-ce que vous sentez une certaine paranoïa? Paranoïa, peut-être pas, une inquiétude certaine et qui est mal contrôlée. On est dans une société où les informations circulent. Donc chacun a accès aux différents sites pour l'information, que ce soit plus à caractère médicaux, mais sur les ministères, c'est extrêmement bien fait. Les informations sont claires, sont nettes. Mais les médecins régulateurs sont formés? Les médecins régulateurs sont formés. Il y a des procédures. Les armes, puisque c'est les premières personnes que vous avez quand vous faites le 15, sont formées. Elles sont... D'ailleurs, il y a même eu des recrutements pour faire face à cela. Les structures sont prêtes. C'est vrai que nous sommes inondés d'appels, et puis des appels qui sont pas toujours pas liés à la paranoïa, mais à une inquiétude, irréelle. Tout à fait. Alors, j'aimerais également qu'on parle aussi du fait que c'est pas forcément utile d'encombrer les urgences. Vous conseillez quoi à tous ceux qui pensent avoir des symptômes du coronavirus? Il faut aller aux urgences, il faut aller vers son médecin de quartier, il faut faire quoi? Absolument pas. Il faut, comme ça a été noté et rappelé sans cesse par le ministère, par les différents communiqués, il faut appeler le 15. On est chez soi, on reste confiné, on craint une infection à coronavirus, appelons le 15. Ne risquons pas de contaminer la salle d'attente d'un médecin généraliste, de venir aux urgences et de contaminer les personnes les plus fragiles. C'est là qu'on rencontre les personnes les plus fragiles, dans les structures hospitalières, dans les cabinets médicaux, sinon ils n'y seraient pas. Donc, appelons le 15, analysons le cas, et en fonction de l'analyse, il y a le médecin régulateur qui va analyser avec la personne. On va se retourner aussi vers un infectiologue référent pour valider notre impression, et l'ensemble du dispositif se mettra alors en œuvre pour éventuellement venir récupérer la personne ou la diriger vers une structure où les prélèvements à la recherche du coronavirus pourront être faits. On l'a précisé précédemment, les plus exposés, ce sont les médecins généralistes. Christine Kowalski, comment ça se passe dans votre cabinet en ce moment? Vous serrez la main de vos patients? Voilà, quelle est la vie dans les cabinets des médecins libéraux? Est-ce que ça a changé ou pas? Ça a changé en 15 jours. Il y a 15 jours, il y avait peu de messages vers les unions, justement. Et là, on a vu commencer à voir les médecins libéraux qui commençaient à poser des questions. Donc, on a mis en place des réunions d'information, justement, avec eux. Ce qu'on constate... Est-ce que vous serrez la main à vos patients ou pas? Alors non, justement, en fait, on a commencé à arrêter de serrer la main aux patients. Pour les auscultations, alors, comment ça se passe? Pour les auscultations, vous mettez par derrière, vous mettez des pratiques différentes. C'est-à-dire que ça, c'est possible? Ça, c'est possible. Bien entendu, il y a des choses qui sont possibles. Mais il n'empêche que là, pour l'instant, on n'a pas de masque. Donc, heureusement qu'on est à cas zéro et que, du coup, on est tranquille. Mais les masques n'arrivent pas prochainement, là, ça risque de poser problème, effectivement. Après, on va mettre déjà l'hydroalcoolique. Chaque médecin fera sa propre... Certains ont proposé que les patients attendent dans les voitures. Chaque médecin aura sa propre initiative dans son cabinet. Je crois que c'est ça, c'est surtout ça important. Mais oui, clairement, on ne va plus serrer les mains. Éric Cadet pour les pharmaciens. Faut tout de même préciser que même si vous souhaitez dédramatiser, il faut préciser qu'à La Réunion, il faut avant tout se protéger contre la dengue avant de chercher à se protéger du coronavirus. Pourquoi en fait? Parce que c'est vrai que je crois qu'en Thaïlande d'ailleurs, il y en a un qui est mort, il avait eu le coronavirus, il en était guéri, mais il a attrapé la dengue après et il est mort. Voilà, expliquez-nous. En tout cas, toute superposition de situations infectieuses
ou autre, ou pathologie, est compliqué à gérer. Donc, en effet, on a beaucoup d'incertitudes sur cette superposition entre la dengue et le coronavirus. Ensuite, il y aura la grippe. Donc, on a tout intérêt à les gérer de façon séquencée. Et aujourd'hui, à La Réunion, jusqu'à preuve du contraire, puisqu'on n'a pas de cas à La Réunion de coronavirus, alors qu'on a des cas de dengue, il faut s'en protéger, bien entendu. Juste une précision sur ce qui a été dit. Ce qui est vrai pour les cabinets médicaux l'est également pour les officines et donc le service des urgences, c'est-à-dire que tout patient qui a une suspicion, c'est très important qu'il appelle le 15 plutôt que de se déplacer chez ses soignants, quels qu'ils soient, kiné, pharmacien ou autre, parce que c'est un risque de contamination d'autres personnes fragiles, comme on l'a souligné. La mise en place, Christine Kowalczyk, vous qui êtes médecin libéral, la mise en place de la téléconsultation, est-ce que c'est envisageable ou pas à terme si on est concerné à La Réunion par le coronavirus? Ou ce sera en marge? Ça sera à la marge. La téléconsultation, on n'enlèvera jamais l'auscultation avec le stéto. Ça, on ne pourra jamais enlever. Et ce qui fait que, justement, on pourra diagnostiquer si la personne est compliquée ou pas. Mais bien entendu, ça va nous aider dans le suivi des patients, dans la première interrogation aussi, la première pré-consultation. On peut envisager de travailler avec les infirmiers qui, eux, j'espère, seront protégés parce que pour l'instant, ils n'ont pas leur masque. Et donc, qui puissent, en fait, nous envoyer. Donc oui, effectivement, on l'envisage à la marge, mais on l'envisage. Ça sera nettement utile. Alors, si moi, par exemple, je prends rendez-vous à votre cabinet, que je m'auto-soupçonne, pardon pour le néologisme, d'avoir le coronavirus ou en tout cas des symptômes, est-ce qu'il faut que j'aille dans votre salle d'attente ou bien vous allez me demander d'attendre dans ma voiture bien sagement? Comment ça se passe? Oui, je crois que c'est ça. Il va falloir une réorganisation, mais que ça vienne des patients. C'est vraiment aux patients d'être responsables et d'appeler en disant, voilà, je reviens de métropole, je tousse, j'ai de la fièvre. Bon, là, je suis désolée, mais il va être dans les sujets à risque, selon où il est allé surtout. Et dans ce cas-là, effectivement, il ne faut surtout pas qu'il vienne au milieu de la salle d'attente. C'est évident. Les médecins libéraux, c'est ce qu'ils craignent. Ne pas oublier que c'est quand même les médecins libéraux qui font le maillage du territoire de proximité. Donc, si on a les médecins libéraux tombent malades et se retrouvent eux aussi en confinement, là, les hôpitaux vont saturer. Justement, en Italie, alors, le confinement de tout le monde, malade ou pas malade d'ailleurs, parfois on confine les gens, et sans doute qu'il y a certains malades qui sont confinés avec des gens qui ne sont pas malades. Christine Kowalczyk, alors c'est quoi? C'est un cocktail Molotov ce truc-là ou quoi? C'est cocktail explosif? C'est des décisions qui sont prises. C'est des décisions qui sont prises sur le plan ministériel et politique, donc je vais quand même pas m'engager. En tant que médecin, est-ce que c'est dangereux ou pas? Non, non. En fait, en tant que médecin, je trouve pas ça dangereux parce qu'effectivement, à l'époque du chic, je me rappelle avoir dit, ça serait bien que les gens soient confinés chez eux pour éviter que ça se propage. Moi, si je suis confiné avec quelqu'un qui, si ça se trouve a le coronavirus, ça m'embête un peu. Bah oui, mais si vous êtes avec lui, c'est que vous vivez déjà avec lui, donc ça changera rien. Enfin voilà, c'est plutôt ça. Enfin, ça changera pas de votre promiscuité. Enfin, ou alors c'est que vous habitez pas toujours chez vous. Ça, c'est vos problèmes. Donc c'est vrai aussi. Donc voilà. Mais non, là pour l'instant, effectivement, les mesures de protection, elles sont là pour ça. Ce que je regrette, moi, c'est qu'après, ça va entraîner l'être humain n'est pas fait pour être seul. Il a une relation sociale qui est importante. Et alors, on va tous se mettre sur Skype, sinon, mais voilà, il faut garder des relations humaines. Ce serait terrible. Déjà que les gens sont tout le temps sur leur smartphone. Vous me le disiez en préparant l'interview. En salle d'attente, c'est hallucinant, mais tout le monde est sur son smartphone. C'est dingue. Donc, c'est pour ça qu'en cas de téléconsultation, techniquement, il n'y aura pas de problème. Mais bon, ensuite, c'est un petit peu dommage. Alors, je crois qu'il est possible que certains de vos confrères, Christine Kowalczyk, exercent ce qu'on appelle un droit de retrait. Ça veut dire que si vous jugez qu'on ne vous donne pas les moyens nécessaires, vous pourriez tout simplement, pardon du terme, déserter, quoi. Oui, effectivement, on a tout à fait le droit de faire ça. Mais alors là, franchement, je vous le dis, c'est non. Ouais, mais c'est lâche quand même de faire ça, si je peux me permettre. Oui, mais là, actuellement, c'est pas à l'ordre du jour. C'est pas du tout à l'ordre du jour. Je vous dis, il y a eu 100 médecins qui sont venus, 80 qui sont venus vendredi soir. Aucun n'a prononcé ça. Ils sont inquiets sur les masques. Ils seront là, ils seront présents. Ils l'ont tous dit. On va assumer l'épidémie. Vous pouvez compter sur nous. Et on attend un accompagnement de l'État très fort. Parce que je crois que si, par exemple, je ne vous le souhaite pas, Christine Kowalczyk, mais vous, en tant que médecin libéral, si vous tombez malade à cause du coronavirus, bien vous serez en arrêt, comme tout le monde, mais vous n'aurez que 112 € par jour. Alors, ceux qui nous écoutent, 112 € ça peut paraître peut-être beaucoup, mais je crois que vous avez des charges, vous avez un cabinet à faire payer, à faire tourner, il y a une secrétaire médicale. Enfin, 112 €, c'est pas grand-chose, quoi, c'est ça? Mais non, 112 €, c'est exactement la problématique. On regrette que les médecins s'installent plus, mais c'est justement cette insécurité qui fait ça. Donc pour la grippe, l'État nous fournit gratuitement la vaccination, donc les médecins peuvent se protéger, à eux de le faire ou pas le faire. Et là actuellement, en fait, l'État nous dit, la grippe, l'épidémie de coro, ça va être pris en charge par l'ambulatoire. On nous
pose pas la question. Hein. On nous dit les cas graves seront à l'hôpital, le reste sera à la ville. OK, on va assumer. Mais dans ce cas-là, vous assumez nos charges. Nous, ce qu'on demande, parce que c'est ça, un médecin généraliste à peu près à 3 000 € de charges et fait vivre derrière une femme de ménage, fait vivre tout ça. Il faut payer les radiologues, il faut payer le remplaçant. Un radiologue, par exemple, il a à peu près 8 000 € de charges parce qu'un radiologue, enfin même le radiologue plus que ça, excusez-moi, c'est le cardiologue. Donc ces charges-là devraient être prises en charge en cas d'arrêt maladie. C'est ce qu'on demande. Je précise que d'ici quelques minutes, prenez déjà votre place au standard au 02 62 99 10 00. D'ici quelques instants, vous aurez la parole et vous pourrez poser vos questions à nos experts et vous pourrez le faire en Total Radio. On va procéder, pour terminer, puisqu'il nous reste, on touche à la fin de cette émission, on va procéder à ce qu'on appelle un fake-checking, puisque ces fake news sont nombreuses sur les réseaux sociaux et parfois, il faut le dire, balayons devant notre porte sur les ondes. Première fake news, le coronavirus peut se propager seul dans l'air. Vrai ou faux? Guy Henrion, praticien hospitalier. Non, les études ont bien montré que c'est un contact gouttelette. Donc, il va se contaminer par des gouttelettes, par une personne qui parle, qui postillonne, excusez-moi le terme, mais qui envoie quelques projections dans un milieu proche, 1 mètre, 1,50 m, c'est ce que l'on a dit. Mais pas dans l'air, il ne se promène pas dans les ventilations, dans l'air comme cela. Effectivement, vous confirmez, Christine Kowalczyk, voilà, et Jean-Marc Vellia également, et Éric Cadet aussi. Deuxième fake news qu'on entend également, il serait possible, et c'est ce qu'on a vu, et c'est ce qu'on soupçonne dans un bateau qui s'appelle, un paquebot même, qui s'appelle le Diamond Princess, certains auraient attrapé le coronavirus par les conduits d'aération des climatisations. Est-ce que, alors ça c'est pareil, c'est de la fake news, Guy Henrion, Christine Kowalczyk? Ah oui, c'est de la fake news, c'est évident. Ça veut dire qu'il n'y a rien à craindre par rapport aux climatisations, ce n'est pas possible, et même par rapport aux conduits d'aération, ce n'est pas possible non plus. Très bien. Les gouttelettes peuvent survivre sur des billets de banque ou des objets. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Ils sont manuportés, ils peuvent rester, mais quoi, l'histoire d'un quart d'heure? Oui. Ouais. Ils peuvent survivre sur une surface qui est humide, sur les mains, sur une surface qui est... peuvent survivre, on va dire, 1 heure, une demi-heure, 1 heure. Sur les objets tout à fait inertes, ils ne survivent pas. Donc on peut recevoir des lettres, on peut recevoir des choses, et il n'y aura pas de contamination coronavirus parce qu'on a reçu un courrier, un colis par la poste venant d'une zone endémique. Sur les poignées de porte, on avait entendu dire et lu, alors je vous pose la question un petit peu à dessein parce que c'est tellement énorme que même moi, en étant profane, je n'y crois pas. Le virus peut rester 9 mois sur une poignée de porte. Ça, c'est complètement faux. Voilà. Je me permets quand même de poser la question. Non, mais on entend tellement. Voilà. Non, il Ça accouche sera pas, le cadavre de virus. Alors, Le cadavre de virus peut très drôle. rester peut-être 9 mois, mais ça veut dire qu'on n'a pas nettoyé la poignée. Alors, mais pas le virus vivant. Important, le coronavirus peut se transmettre par des piqûres de moustiques. Non. Expliquez-nous pourquoi, en développant. C'est pareil, c'est la voie respiratoire. Donc le vecteur, pour l'instant, même si c'est le ragondin, là j'ai oublié le terme du... Le pangola. C'est le pangola qui effectivement était porteur, mais en fait, après c'est l'homme qui l'amène de l'un à l'autre, en fait. C'est l'homme qui... Est-ce que si on ferme les frontières aujourd'hui à La Réunion, c'est ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, et c'est un mail que je reçois sur freedom.fr tout simplement de Marcel, c'est son prénom, c'est un auditeur qui vous salue tous et qui vous remercie pour cette très belle émission. Il nous demande, est-ce que si on ferme les frontières aujourd'hui, La Réunion sera de toute façon protégée du coronavirus? Combien de temps on va rester enfermé? Oui. Combien de temps? C'est pas possible, en fait. Effectivement, bien sûr, moi je vais répondre oui. Si on s'enferme à La Réunion et que personne ne rentre, à part si quelqu'un nous l'a déjà ramené. S'il n'y a plus d'avions, plus de bateaux. Bah oui, mais s'il y a un qui nous l'a déjà ramené, on va déclencher. Et sinon, combien de temps? L'épidémie est en train de devenir une pandémie petit à petit. Enfin, on ne pourra pas rester confiné à La Réunion. Il va bien falloir prendre le risque. Certains indiquent, et ça vous l'avez sans doute entendu, certains indiquent que le coronavirus aurait été fabriqué intentionnellement dans un laboratoire aux États-Unis afin de vendre un maximum de vaccins. Le coronavirus existe depuis très longtemps, très longtemps, avant que l'on puisse, qu'on connaisse sur la microbiologie. Simplement, il a une résurgence là d'un coronavirus qui est changé, comme tous les virus. La grippe existe depuis des milliers et des milliers d'années. Le coronavirus existe depuis des milliers d'années. C'est simplement un nouveau coronavirus. Donc, c'est une fake news. C'est une fake news, Christine Kowalczyk. Alors, ça n'arrivera jamais qu'on fabrique
une maladie, un virus en laboratoire pour ensuite vendre des... Parce qu'on l'entend souvent, ça, effectivement. Oui, bien sûr, il y a la perversion humaine qui Voilà. aimerait bien que les laboratoires pharmaceutiques s'enrichissent avec ça, mais je crois que quand même on en est encore loin en fait. Pour l'instant, on est plutôt dans les bombes et les attentats. Voilà. Je m'inquiète Allez, plutôt il nous de ça, reste moi. une minute dernière et ensuite vous restez avec nous, je rappelle, sur Freedom, puisqu'on basculera en Total Radio. Vous êtes déjà nombreux sur le standard. Vous allez avoir beaucoup de travail, messieurs, dames, je vous préviens, avec les auditeurs. Ce virus est particulièrement mortel, c'est ce qu'on lit. 3%, alors, ouais, ce qu'on lit souvent, c'est que ce virus est particulièrement mortel, beaucoup plus que les autres. Je crois pas, forcément, non, Guy Henrion, Christine Kowalczyk. En 2018, sur la période hivernale 2018-2019, la grippe, que tout le monde considère comme pas grand-chose, a tué 8100 personnes. A tué 8100 personnes en France. On est trop nombreux sur Terre. Il nous reste 30 secondes, Christine. Je rajouterais juste, en fait, 30 secondes, on est trop nombreux sur Terre, donc c'est pour épurer finalement la population et faire du tri. Christine Kowalczyk. Non, c'est le problème de la mondialisation et des gens qui voyagent, c'est tout. Donc c'est pour ça. Mais par contre, il faut rappeler que dans ces... C'est la fin de cette émission, il nous reste 10 secondes. Je vous remercie d'avoir été nombreux à suivre ce programme sur Antenne Réunion. Et puis également, je vous invite à aller voir les plus belles mariées sur la suite des programmes d'Antenne Réunion. Oui. On va pas annuler les mariages bientôt ?